Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Celle-ci est d'un niveau de folie assez spécial. Alors dites-moi, est-ce que vous vous êtes déjà demandé, vos parents passent toute votre enfance à dire à tout le monde, à chaque barbecue, chaque anniversaire, chaque dîner de famille, nous traitons nos deux enfants exactement de la même manière. Magnifique. Touchant. Complètement faux. Parce que derrière les portes fermées, un enfant reçoit le monde entier sur un plateau d'argent, et l'autre reçoit, disons simplement, une tasse à café. Oui, une simple tasse à café. Pendant que son frère ou sa sœur sirote un chocolat chaud dans les Alpes suisses, lors de vacances à 13 000 $. Payé par les mêmes parents. Pour la même remise de diplôme. Et là où ça devient délicieux, c'est que cette histoire ne se termine pas avec l'enfant oublié en train de pleurer dans un coin. Oh non. Elle se termine avec quelque chose garé dans l'allée, qui a littéralement fait tomber des mâchoires. Alors attachez vos ceintures, prenez votre popcorn, et plongeons dedans parce que franchement, le karma s'est manifesté en force. Mon frère ou ma sœur chouchou a reçu de mes parents un voyage en Suisse d'une valeur de 13 000 $ pour fêter son diplôme, alors que moi j'ai eu une tasse. Quand ils sont rentrés, ils ont trouvé ma nouvelle Corvette garée dans l'allée. Leur tête n'avait pas de prix. J'ai 25 ans, je suis un homme, et j'ai une sœur jumelle. Toute ma vie a été une sorte d'expérience bizarre de manipulation psychologique où mes parents prétendaient nous traiter de la même manière, tout en faisant exactement le contraire. En apparence, mes parents tenaient à cette image de famille parfaite. Nous aimons nos jumeaux de manière égale. Ils disaient ça littéralement à tout le monde, lors des barbecues du quartier et des réunions de famille. Nous avons tellement de chance de vous avoir tous les deux, disait-il lors de nos anniversaires communs. Il postait ses photos familiales parfaites sur Facebook avec des légendes du genre, nos incroyables jumeaux, et toutes ces conneries. Vous voyez le genre. Mais il y avait toujours ces petits détails qui ne collaient pas, et avec le temps, ils ont formé un schéma que je ne pouvais plus ignorer. Par exemple, quand ma sœur avait 92 à un test de maths, il l'emmenait manger une glace pour fêter ça. Mais quand moi j'obtenais 94 à mon examen d'histoire, c'est ce qu'on attend de toi. Ou encore, quand elle a intégré l'équipe de volley, ils ont réorganisé leurs horaires de travail pour assister à tous ces matchs. Mais quand j'ai rejoint le club de débat, ils étaient trop occupés pour venir aux compétitions. Un de mes premiers souvenirs de ça remonte à la 4e. On avait tous les deux passé les tests pour un programme pour élèves surdoués. J'ai été accepté, elles non. Au lieu d'être heureux pour moi, mes parents ont immédiatement appelé l'école pour vérifier s'il n'y avait pas une erreur. Il n'y en avait pas. Mais ils ont quand même réussi à me faire sentir comme si j'avais fait quelque chose de mal en réussissant là où elle avait échoué. Mon père emmenait ma sœur faire du shopping pour acheter des vêtements de qualité pour ses entretiens universitaires, mais quand c'était mon tour, il me disait de porter ce que j'avais déjà. Les filles ont besoin de plus de choix, disait-il en haussant les épaules quand je le faisais remarquer. Ma mère passait des heures à aider ma sœur avec ses devoirs de maths. Mais quand je demandais de l'aide pour mes dissertations d'anglais, débrouille-toi. Tu es intelligent. Mes parents étaient des experts en manipulation pour faire passer tout ça pour quelque chose de normal. Ils avaient toujours une excuse bidon pour justifier chaque différence, une excuse qui semblait logique si on ne réfléchissait pas trop. Ta sœur a plus de difficultés en sciences, c'est pour ça qu'on lui a pris un tuteur. Pendant ce temps, moi je galérais en espagnol, mais apparemment je devais juste faire plus d'efforts. Ta sœur est plus sociable, c'est pour ça qu'elle a besoin d'un meilleur téléphone. Mais moi, vouloir un ordinateur plus performant pour mes projets de montage vidéo? Dépense inutile. J'ai commencé à tenir un score mental vers 14 ans, en notant toutes ces petites inégalités qui s'accumulaient. Ma sœur reçoit un nouvel ordinateur portable pour l'école. Moi, je récupère le vieil ordinateur de bureau. Ma sœur apprend à conduire avec ma mère. Moi, on me dit d'aller m'entraîner seul sur le parking vide de l'église le week-end. Les amis de ma sœur peuvent dormir à la maison quand ils veulent. Les miens doivent être approuvés une semaine à l'avance. Ce n'était jamais assez grave pour les confronter sans passer pour un pleurnichard, mais à force, tout ça s'accumule. C'est comme mourir à petit feu, coup après coup. Le plus fou, c'est que je n'ai même pas réalisé à quel point c'était grave avant de passer plus de temps chez des amis. Voir comment d'autres parents traitaient leurs enfants, même sans être jumeaux, m'a fait comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas chez moi. Les parents de mon pote Jake faisaient tout pour que leurs deux enfants aient les mêmes opportunités. Même couvre-feu, même argent de poche, même règles. Mes parents? Ils faisaient tout pour expliquer pourquoi ma sœur méritait plus que moi. Pendant des années, je me suis convaincu que j'exagérais. Peut-être que je méritais moins. Peut-être qu'elle avait vraiment besoin de plus d'aide. Le pire, c'était ce jeu psychologique qui me faisait douter de ce que je voyais pourtant clairement. Au lycée, le schéma était devenu impossible à ignorer. Quand on a eu nos permis, ma sœur pouvait utiliser la voiture de ma mère quand elle voulait. Moi, je devais donner un itinéraire détaillé pour emprunter le pick-up de mon père, et même là, la réponse était souvent non. Quand on a postulé pour l'université, ils ont passé des heures à l'aider, relire ses dossiers, corriger ses essais, organiser des visites de campus. Moi, le site internet explique tout. Après des années comme ça, on finit par accepter sa place. Parce que mes parents jouaient intelligemment. Ils avaient atteint un niveau expert en manipulation.
Le second choix. Le jumeau moins important. Celui qu'ils ont eu, parce que les jumeaux vont par deux. Ne vous méprenez pas. Ils ne m'ont jamais maltraité physiquement ni rien de dramatique. Ils m'ont fourni le minimum. J'avais de la nourriture, des vêtements, une chambre. Ils venaient aux réunions parents-prof. Ils se souvenaient de mon anniversaire, bon, c'est le même que celui de ma sœur, donc difficile de l'oublier. Mais il y a une énorme différence entre subvenir aux besoins d'un enfant et lui faire sentir qu'il a de la valeur. Moi, j'avais le minimum. Ma sœur avait les deux. D'accord, attendez une seconde, voici une vérité inconfortable. Les personnes qui vous abîment le plus ne sont pas toujours celles qui vous font du mal directement. Parfois, c'est le silence de tous ceux qui regardent sans rien dire. Parce que lorsque tout le monde autour de vous décide que son confort est plus important que votre douleur, ce silence finit par vous convaincre que peut-être, vous ne comptez pas assez. Et c'est dia, c'est la blessure la plus profonde. Revenons à l'histoire. Quand on a terminé le lycée, l'université est arrivée, et je me suis dit que c'était enfin ma chance de sortir de l'ombre, d'arrêter d'être l'autre jumeau. Ma sœur est allée dans l'université prestigieuse de mes parents, une fac privée hors de prix. Évidemment, ils ont tout payé, les frais de scolarité, le logement, les repas, tout. Elle a même eu un super appartement juste à côté du campus, payé par eux, parce que les résidences universitaires étaient trop bruyantes pour étudier. Pendant ce temps, moi, j'ai bricolé avec des bourses et des aides financières pour intégrer une université publique. Ce n'était pas une mauvaise école du tout, juste pas assez prestigieuse pour que mes parents puissent s'en vanter dans leur country club. Quand j'ai reçu ma lettre d'admission, la première remarque de mon père a été « Bon, au moins c'est abordable ». J'ai quand même dû prendre un job à temps partiel au service informatique du campus pour payer mes livres et mes dépenses quotidiennes. Quand j'ai appelé à la maison pendant mon premier semestre pour dire que j'avais du mal à jongler entre le travail et les cours, mon père m'a répondu directement « C'est une bonne chose pour toi. Tu dois apprendre la responsabilité financière ». Pendant que ma sœur postait des photos de ses séances shopping payées par papa et maman, l'excuse était toujours « On n'a pas assez pour vous deux », avec ce faux air triste. Et le programme de ta sœur coûte plus cher. Étrange comme il trouvait toujours de l'argent pour ses voyages de spring break à Cancun, ou cette fois où ils lui ont offert un MacBook Pro parce que son cours de design en avait besoin, alors que moi je devais continuer à utiliser mon ordinateur vieux de 5 ans qui mettait 10 minutes à démarrer. Bref. Je suis resté discret et j'ai fini par trouver ma voie à l'université, le montage vidéo. Ça a commencé en aidant des amis avec leurs projets de cinéma. Puis j'ai commencé à travailler avec de petits youtubeurs qui avaient besoin de montage. Rapidement, je faisais du freelance pour de vraies chaînes avec des abonnés, puis pour des petites marques et entreprises. J'ai construit une liste de clients assez solide tout en suivant mes cours. J'ai même commencé à gagner pas mal d'argent. Rien d'extraordinaire, mais suffisamment pour arrêter de bosser au service informatique dès ma dernière année. Mes parents ne m'ont jamais vraiment posé de questions à ce sujet. Quand j'essayais de leur montrer des projets dont j'étais fier, ils hochaient la tête en disant « c'est bien », avant de changer de sujet pour parler de ma sœur. Ils pensaient simplement que je m'amusais sur Internet quand je parlais de mon travail. Mon père a même un jour appelé ça « mon petit hobby sur ordinateur », quand des membres de la famille lui ont demandé ce que j'étudiais. Pendant ce temps, le stage de ma sœur dans une boîte de marketing était apparemment la plus grande réussite depuis l'invention du pain tranché. Puis est arrivée la remise des diplômes. On terminait tous les deux le même semestre. Elle avec son diplôme en commerce, moi en médias numériques. Mes notes étaient meilleures que les siennes, même si personne ne s'en souciait, et j'avais déjà un travail freelance stable, alors qu'elle cherchait encore un emploi. On a organisé un grand dîner de famille pour célébrer notre fin d'études. Ma grand-mère était là, des tantes, des oncles, toute la famille. Mes parents ont fait toute une mise en scène en annonçant qu'ils avaient des cadeaux spéciaux pour nous deux. Ils laissaient entendre depuis des mois qu'ils préparaient quelque chose d'incroyable. Ils ont donné une enveloppe à ma sœur en premier. Elle l'a ouverte et a littéralement crié comme si elle avait gagné à la loterie. À l'intérieur, une confirmation pour un voyage de luxe de 3 semaines en Suisse. Hôtel 5 étoiles, vol en première classe, visite privée des Alpes, et même $2000 d'argent de poche. Un voyage d'au moins $13 000. Tout le monde était impressionné pendant qu'elle faisait passer la brochure avec les hôtels de luxe et tout le reste. Puis ce fut mon tour. Mon père m'a tendu une carte cadeau Amazon de $100 et une tasse, meilleur diplômé du monde, qu'ils avaient probablement achetée à la boutique du campus en venant au dîner. La pièce est devenue silencieuse. Même ma sœur avait l'air mal à l'aise. Ma grand-mère faisait semblant d'être fascinée par sa serviette. « Il y a autre chose ?» ai-je demandé. En essayant de ne pas paraître capricieux, mais aussi en me demandant s'ils avaient oublié le reste de mon cadeau dans la voiture. Mon père a carrément rigolé. « Ta sœur a mérité ce voyage avec sa moyenne parfaite et son emploi déjà assuré chez Anderson Firm. Et toi, qu'est-ce que tu as accompli à part jouer sur ton ordinateur ?» Je suis resté là, à le fixer. Je n'avais pas besoin d'un emploi, j'en avais déjà un. Je travaillais en freelance, je gagnais de l'argent réel. Mais ça ne comptait pas, parce que ce n'était pas un job de bureau classique. Ma mère est intervenue. On est simplement réaliste, chérie. Ta sœur a une vraie carrière devant elle.
Toi, tu dois te concentrer sur trouver un vrai travail au lieu de t'attendre à des récompenses pour le minimum. Attendez. Petite pause ici. Voici la vérité inconfortable que personne ne veut admettre. Parfois, les personnes qui bloquent votre confiance ne sont pas des inconnus. Elles sont assises à votre table de remise de diplôme. Parce que c'est CCDIA qui me frappe le plus. Ce type gagnait déjà de l'argent. Il avait déjà de vrais clients. Il avait déjà construit quelque chose à partir de rien, sans aide, sans soutien, sans encouragement. Et ses parents ont regardé tout ça, pour quand même dire, trouve un vrai travail. Ils ne doutaient pas de sa carrière. Ils doutaient de lui. Et ça fait mal. Revenons à l'histoire. Je devais me concentrer sur trouver un vrai travail. Voilà. 22 ans à prétendre que nous étions traités de manière égale venait de partir en fumée. Il n'essayait même plus de le cacher. Aucune explication ne pouvait rendre 13 000 $ contre 100 $, équitable. Aucune excuse bidon sur des besoins différents ne pouvait combler un tel écart. Ma tante a essayé de détendre l'atmosphère en me demandant quels étaient mes projets après l'obtention du diplôme, mais je n'écoutais presque pas. J'avais l'impression que la pièce tournait. Je fixais juste cette stupide tasse pendant que ma sœur parlait de la visite du chocolat qu'elle allait faire à Zurich. Je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête et je suis parti plus tôt, en prétextant une deadline en freelance. Même si j'avais envie de renverser la table et de tous les envoyer balader, j'ai juste souri et je suis parti. Quand je suis rentré à mon appartement, je suis resté assis dans le noir pendant des heures. Tous ces souvenirs de cadeaux similaires au fil des années me sont revenus en pleine figure. Ce n'était pas dans ma tête. Ce n'était pas moi qui étais trop sensible. La preuve était là, un billet en première classe pour la Suisse contre une carte cadeau qui ne couvrait même pas un manuel correct. Ils sont partis en Suisse avec ma sœur la semaine suivante, en me disant de profiter de ce temps pour comprendre ce que je voulais faire de ma vie, comme si j'étais un loser sans direction, au lieu de quelqu'un qui s'était battu pendant ses études tout en construisant un business. Ma mère m'envoyait des photos de ma sœur devant le Cervin et en train de manger de la fondue dans un chalet. J'ai arrêté de répondre au bout du 3e jour. J'étais assis dans mon appartement, en train de me morfondre, quand mon téléphone a vibré, me sortant de mon apitoiement. Le nom affiché m'a fait hésiter. C'était mon oncle Josh. Petit contexte, mon père a un grand frère, l'oncle Josh, et ils ne se parlent plus depuis environ 15 ans. Une vieille histoire de rancune liée au testament de mon grand-père que mon père n'explique jamais vraiment, il marmonne juste quelque chose sur une trahison et un héritage. D'après ce que j'ai compris, mon grand-père a laissé à mon oncle un terrain de grande valeur que mon père convoitait, et mon père a estimé avoir été lésé, parce que c'est lui qui s'était occupé de leur père dans ces dernières années. La position de mon père envers mon oncle Josh était extrême. Il nous a carrément interdit de le voir quand j'avais environ 10 ans, le traitant de voleur et de traître. Quiconque mentionnait son nom, trahissait la famille. Dramatique ? Oui. Efficace ? Pas vraiment. Parce que bien sûr, au fil des années, j'ai fini par le voir en cachette. Peut-être par esprit de rébellion, ou peut-être parce que j'avais juste besoin de quelqu'un qui ne me traitait pas comme si j'étais invisible. L'oncle Josh tenait un petit garage automobile de l'autre côté de la ville, et au lycée, je disais à mes parents que j'allais étudier à la bibliothèque ou voir des amis, puis je filais là-bas à vélo. On bricolait des voitures, et honnêtement, ces après-midi comptaient plus pour moi que tout ce qui se passait à la maison. Mon oncle restaurait une Corvette Stingray classique de 1969, rouge Candy Apple, avec toutes les pièces d'origine. Elle était en mauvais état quand il l'a achetée, une vieille lubie de riche laissée à l'abandon dans un garage pendant des années. Il l'avait eue pour presque rien lors d'une vente après décès. Il m'a appris comment fonctionnent les moteurs, comment remplacer des conduites de frein, poncer la rouille, tout ça. Des choses que mon père n'a jamais pris la peine de m'enseigner, trop occupé à apprendre le golf à ma sœur ou je ne sais quoi. Je passais mes week-ends avec lui, apprenant plus dans ce garage que ce que mon père m'avait appris en toute une vie. Bon, l'oncle Josh n'était pas parfait. Il buvait beaucoup, jurait comme un marin, avait 3 ex-femmes, mais il me traitait comme quelqu'un qui comptait. Il s'intéressait à moi, m'écoutait quand je parlais. Des choses basiques pour un oncle, mais qui semblaient révolutionnaires après des années à être le figurant de la famille. Bref. Après toute l'histoire de la Suisse, j'étais dans mon appartement pourri à me morfondre. Mes colocataires étaient partis après le diplôme, donc j'étais seul avec mes pensées, jamais une bonne idée après un tel chaos familial. Je regardais cette stupide tasse, meilleur diplômé du monde, en me sentant comme le plus gros loser de la planète. Puis mon téléphone a sonné. C'était l'oncle Josh. Ça faisait quelques mois qu'on ne s'était pas parlé. Et, gamin. Comment ça va ? J'ai entendu dire que tu avais obtenu ton diplôme ? Je lui ai tout raconté. Le voyage, la carte Amazon, tout. Il a juste écouté, sans m'interrompre, puis il a dit, ton père a toujours été un connard prétentieux. Même quand on était gamin. Passe au garage demain. J'ai quelque chose à te montrer. Quand je suis arrivé le lendemain, il avait sorti la Corvette sur le parking, toute cirée, brillante au soleil. La restauration sur laquelle on avait travaillé pendant des années était enfin terminée, et putain, elle était magnifique. La peinture rouge semblait liquide, le chrome brillait, et le moteur avait ce ronronnement parfait quand il l'a démarré. Monte,
m'a-t-il dit en me lançant les clés. T'es sûr? On vient juste de la finir. J'étais nerveux. Cette voiture valait facilement 60 000 $ restaurés. Tu en as construit la moitié. Tu sais la conduire. On a roulé en ville pendant 1 heure, le moteur grondant sous nous. Les gens s'arrêtaient littéralement pour regarder au feu rouge. Pour la première fois de ma vie, je me sentais puissant. Quand on est revenu, il a coupé le moteur mais m'a dit de rester au volant. Cette voiture est mon projet depuis 10 ans. Tu m'as aidé à la ramener à la vie ces 5 dernières années. Maintenant, je veux que tu l'aies. J'ai cru qu'il plaisantait. Oncle Josh, je ne peux pas prendre ta Corvette. C'est ton bébé. Il a secoué la tête. Écoute, j'ai 3 autres voitures en projet, et ta tante me harcèle pour vider le garage. Et puis mon dos ne supporte plus de ramper sous ces voitures. Considère ça comme un cadeau de diplôme de quelqu'un qui est vraiment fier de toi. J'ai essayé de refuser, mais il était sérieux. Les papiers étaient déjà prêts. Il avait tout planifié. Le soir même, j'étais propriétaire d'une Corvette restaurée de 1969 valant au moins 60 000 $. Ça ne va pas encore plus énerver mon père? Ai-je demandé en signant les papiers. Mon oncle a souri. Considère ça comme un bonus. Le timing ne pouvait pas être plus parfait. Mes parents et ma sœur devaient rentrer de Suisse 2 jours plus tard. J'ai passé ces 48 heures à nettoyer cette Corvette jusqu'à ce qu'on puisse se voir dans la peinture. Chaque seconde, j'imaginais le moment où ils arriveraient et la verraient là, brillante comme un défi. Je me demandais sans cesse, que va faire mon père? Péter un câble? Faire semblant que ça ne le touche pas? Exiger que je la déplace avant que les voisins la voient? Ces pensées me rongeaient, mais je ne reculais pas. Pas cette fois. La veille de leur retour, j'ai garé la voiture en plein milieu de leur allée, comme un trophée. Une déclaration chromée que je ne serais plus jamais mis de côté. J'ai dormi dans mon ancienne chambre cette nuit-là. Enfin, essayé de dormir. Ma mère m'avait envoyé un message plus tôt pour me demander si je pouvais aller les chercher à l'aéroport, mais je me suis, accidentellement, rendormi. Ils ont pris un taxi à la place. Pas mon problème. Le lendemain, leur avion a atterri vers midi. J'étais assis sur les marches du Porsche, les nerfs à vif, quand le taxi s'est arrêté. Je les ai regardés sortir leurs bagages. Mon père riait encore avec ma sœur, puis il l'a vue. La Corvette. Son sourire a disparu instantanément, comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Il s'est figé, les yeux rivés sur la voiture. Son visage est passé de la confusion à la réalisation, puis à quelque chose que je n'arrivais pas à définir, du choc, de la colère, ou les deux. Et moi, je suis resté là, à attendre de voir lequel ce serait. C'est quoi ça? A-t-il exigé. Il savait parfaitement ce que c'était. Il avait grandi à l'époque des muscles Cars. Cette voiture n'était pas juste un véhicule pour lui. C'était une déclaration. Et le fait que ce soit moi qui la fasse. C'était ça, le vrai problème. Mon cadeau de diplôme, ai-je dit, en forçant ma voix à rester calme alors que mon cœur battait à tout rompre. Je voulais paraître détaché, mais mon pouls résonnait dans mes oreilles. Je me préparais à l'explosion, mais je ne comptais pas reculer. Pas cette fois. Ma mère s'est précipitée vers moi, encore en train de tirer sa valise. Tu ne peux pas te permettre une chose pareille. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi que tu n'as pas contracté un prêt pour une voiture. J'ai haussé les épaules. Je ne l'ai pas acheté. C'est un cadeau. Mon père a fait le tour de la voiture, l'inspectant comme s'il cherchait un défaut. Quand il a vu le cadre de plaque du garage de l'oncle Josh, il s'est littéralement mis à trembler. Josh t'a donné cette voiture? Tu voyais Josh derrière mon dos? Ma sœur est restée là, avec son bronzage de Suisse, l'air confuse, probablement en train de calculer comment tout ça affectait sa position d'enfant préféré. J'aide l'oncle Josh à restaurer cette Corvette depuis des années, ai-je dit, sans même chercher à le cacher. Il m'a tout appris sur les moteurs et la carrosserie. On l'a reconstruite ensemble. Il voulait que je l'aie, vu tout le travail que j'y ai mis. Le visage de mon père s'assombrissait à chaque mot, comme s'il allait faire un AVC. Toutes ces années, tu nous as menti, tu es allé le voir derrière notre dos. Tu ne m'as pas laissé beaucoup de choix, ai-je répondu. Tu nous as interdit de lui parler quand j'étais enfant. Parce qu'il a volé cette famille. A crié mon père, en postillonnant. Je ne sais rien de ça. Je sais juste qu'il m'a toujours traité avec respect. Sors-moi cette chose de mon allée. Tout de suite. Mon père était en mode explosion totale. Ma mère a tenté de jouer les médiatrices, posant sa main sur son bras. Calmons-nous et parlons-en à l'intérieur. Toujours à vouloir étouffer les conflits. Mais mon père était allé trop loin. Tu as 2 choix, a-t-il dit en me pointant du doigt. Tu rends cette voiture à Josh et tu t'excuses d'avoir agi derrière notre dos, ou tu prends tes affaires et tu quittes cette maison. Je ne vis plus ici, lui ai-je rappelé. J'ai mon propre appartement. Alors on en a fini ici, a-t-il lâché en attrapant sa valise pour entrer. N'attends aucune aide de notre part quand cette épave tombera en panne ou que tu ne pourras pas payer l'assurance. Ma mère l'a suivi, me lançant ce regard triste comme si c'était moi le problème après toute leur connerie. Ma sœur a attendu qu'il soit à l'intérieur avant de murmurer. La voiture est vraiment géniale, mais tu sais ce que papa pense de l'oncle Josh. J'ai simplement hoché la tête. Profite bien de ton chocolat suisse. Plus tard dans la soirée, mon père m'a appelé. Je me suis dit qu'il s'était peut-être calmé, mais non.
Tant que tu gardes cette voiture, tu choisis Josh plutôt que ta famille. Réfléchis bien. Rends-la et on pourra passer à autre chose. Je n'ai pas hésité. J'y ai déjà réfléchi. Et peut-être que ça n'a rien à voir avec l'oncle Josh. Peut-être que ça a à voir avec le fait d'être enfin reconnu, au lieu d'être le second rôle de la famille. C'est ridicule. Tu n'es pas un second rôle. On t'a tout donné. Comment oses-tu? Je lui ai raccroché au nez. La première fois de ma vie. Et putain, ça faisait du bien. Cette nuit-là, j'ai roulé dans ma nouvelle Corvette, vitres ouvertes, musique à fond, avec l'impression d'avoir lancé une grenade au milieu de la dynamique familiale. Une partie de moi se sentait coupable. Je ne suis pas quelqu'un de conflictuel, mais une plus grande partie ressentait une étrange liberté, comme si j'avais enfin arrêté de prétendre que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Les jours suivants ont été intenses. Ma mère m'a appelé une quinzaine de fois. J'ai laissé la plupart des appels aller sur la messagerie, mais quand j'ai fini par répondre, elle était en mode gestion de crise. Ton père ne pensait pas ce qu'il a dit. Il était juste choqué. Tu sais comment il est quand il est surpris. Classique. Toujours à excuser son tempérament. Il me semblait pourtant très clair, ai-je répondu. Il est juste blessé que tu aies vu Josh toutes ces années sans nous le dire. Ça ressemble à une trahison. J'ai éclaté de rire. Une trahison? Vous m'avez traité comme un citoyen de seconde zone toute ma vie. Et moi, voir l'oncle Josh, c'est une trahison. Ce n'est pas vrai. On vous a toujours aimé de la même manière. Sa voix tremblait maintenant. Maman, vous venez littéralement d'offrir à ma sœur un voyage à 13 000 $ pendant que moi j'ai eu une tasse. N'insulte pas mon intelligence en prétendant que c'est équitable. Elle a essayé de se justifier. Une histoire comme quoi ma sœur avait besoin de reprendre confiance après un entretien raté, et qu'il prévoyait de faire quelque chose pour moi plus tard. Bien sûr, maman. Bien sûr. L'approche de mon père était différente. Il m'a envoyé un message, quand tu seras prêt à te comporter comme un adulte et à discuter rationnellement, fais-moi signe. De la part du mec qui avait fait une crise dans l'allée, l'audace. Pendant ce temps, ma sœur jouait sur les deux tableaux. Elle m'envoyait des messages du genre « Papa est vraiment bouleversé, tu devrais t'excuser. » Et juste après, « Tu pourrais me faire un tour en Corvette un de ces jours ?» Toujours à penser à elle-même. Après une semaine de ce manège, mon père a fini par rappeler. Je pensais qu'il s'était calmé, prêt à avoir une vraie discussion. Pas du tout. J'ai réfléchi à la situation, et je suis prêt à te faire une offre, a-t-il dit, comme si on négociait un contrat. Je t'écoute. Rends la voiture à Josh, et ta mère et moi t'aiderons à acheter quelque chose de plus adapté pour un jeune diplômé. On peut compléter ton apport pour une berline raisonnable. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Tu es sérieux? J'essaie de trouver un compromis, a-t-il répondu, agacé. Papa, la Corvette est à moi. L'oncle Josh me l'a offerte pour mon diplôme, quelque chose que toi et maman n'avaient pas jugé utile de faire correctement. Cette carte cadeau Amazon était parfaitement raisonnable. Tout le monde n'a pas droit à un voyage de luxe après l'université. Exactement. Tout le monde, sauf ma sœur. Il a changé de stratégie. Pense au coût de l'assurance. À l'entretien. Ces vieilles voitures sont des gouffres financiers. J'y ai pensé. Je peux me le permettre. Mon petit hobby informatique rapporte plutôt bien, même si tu n'as jamais pris la peine de t'y intéresser. Un silence. Tant que tu gardes cette voiture, tu me manques de respect, ainsi qu'à tout ce que j'ai fait pour toi. Je ne veux plus la voir garée dans mon allée. Parfait. Je ne comptais pas venir souvent de toute façon. C'est comme ça? Tu choisis une voiture plutôt que ta famille. Et là, j'ai craqué. Non, papa. Je choisis d'être respecté pour une fois dans ma vie. La voiture n'est qu'un symbole. Ça fait 25 ans que toi et maman faites du favoritisme en attendant que je fasse semblant de ne rien voir. C'est ridicule. Nous n'avons jamais. Ça suffit. J'arrête de faire semblant. Soit vous reconnaissez que vous nous avez traités différemment et vous vous excusez, soit je prends mes distances. La balle est dans votre camp. Il est resté silencieux un moment, puis. Je pense que tu devrais prendre du recul et revoir ton attitude. Quand tu seras prêt à t'excuser d'avoir agi derrière notre dos et d'avoir accepté un cadeau d'un homme qui a volé cette famille, nous serons là. Puis il a raccroché. Je suis resté là, à fixer mon téléphone, comme dans une autre dimension. Comment pouvait-il ne toujours pas voir? Était-il vraiment aveugle à ce point, ou espérait-il simplement que je cède comme avant? Quoi qu'il en soit, il était clair que rien ne changerait. J'ai envoyé un message à ma mère. Je ne rendrai pas la voiture. Je ne m'excuserai pas d'avoir accepté un cadeau de diplôme de quelqu'un qui me valorise réellement. Si papa ne peut pas l'accepter, c'est son problème. Le lendemain, ma grand-mère m'a appelé, curieuse à propos de toute cette histoire de voiture. Je lui ai tout raconté, le favoritisme, le voyage en Suisse contre la tasse, le cadeau de l'oncle Josh, l'ultimatum de mon père. Au lieu de défendre mon père comme je m'y attendais, elle a soupiré et admis que parfois, les gens se convainquent qu'ils sont justes alors qu'ils ne le sont pas. Quand je lui ai demandé si elle avait remarqué le favoritisme, elle n'a pas hésité. Tout le monde l'avait vu, mais personne ne pensait que c'était à eux de dire quoi que ce soit. Ça m'a frappé de plein fouet. J'avais passé des années à croire que j'exagérais, pendant que tout le monde regardait en silence.
Quand je lui ai demandé ce que je devais faire, elle a été très claire. Garde la voiture, vis ta vie, et arrête de te diminuer pour que ton père soit à l'aise. Venant de sa propre mère, ce conseil avait une toute autre portée. Au bout de 3 semaines de confrontation, mon père était passé à l'ignorance totale de mon existence. Le plus ironique, c'est que pendant que tout ce drama se déroulait, ma vie s'améliorait réellement. Cette Corvette s'est révélée être un véritable atout professionnel. Quand j'arrivais à des rendez-vous avec des clients potentiels, ils voulaient immédiatement parler de la voiture. Ça menait à des discussions sur la restauration, puis sur mon sens du détail, et ça finissait en contrat. J'ai décroché 2 gros clients rien que ce mois-là. J'ai même commencé à sortir avec une barista super mignonne qui avait complimenté la voiture quand je suis passé à son stand. Le courant est passé tout de suite. Et pour la première fois, j'étais avec quelqu'un qui s'intéressait vraiment à ce que je faisais, sans me comparer à qui que ce soit. Quand juin est devenu juillet, je m'habituais à ma nouvelle normalité. Contact minimal avec mes parents, quelques messages avec ma sœur, des balades régulières dans ma voiture incroyable, un business qui grandissait, une nouvelle copine. Tout allait mieux. Puis j'ai reçu l'invitation pour la réunion familiale annuelle à la maison au bord du lac de mes grands-parents, en août. Celle où l'oncle Josh n'était jamais invité, parce que mon père refusait de venir s'il était là. Ma grand-mère m'a appelé personnellement. Je veux que mes 2 fils soient présents cette année. Je ne rajeunis pas, et cette dispute dure depuis trop longtemps. Ton grand-père serait enfin en paix si on tournait la page. Papa sait que l'oncle Josh est invité? Pas encore, a-t-elle admis. Mais il devra faire avec. La vie est trop courte pour ces bêtises. Je ne lui ai pas donné de réponse tout de suite. J'ai passé 2 semaines à me demander si je devais y aller. D'un côté, je n'avais pas vu ma grand-mère depuis des mois et elle me manquait vraiment. De l'autre, me jeter volontairement dans une situation où mon père et l'oncle Josh seraient présents au même endroit ressemblait à une recette pour le désastre. Finalement, j'ai décidé d'y aller, après que ma copine m'a convaincu que ça pourrait être une bonne chose de tout mettre à plat. Au moins, ce sera en public, avec des témoins, a-t-elle plaisanté. Ton père ne pourra pas complètement péter un câble devant toute la famille. Alors j'y suis allé. J'ai décidé d'arriver en retard, histoire d'éviter les discussions gênantes. Et oui, j'ai pris la Corvette. Si j'allais affronter la situation, autant jouer toute la symphonie. Quand je suis arrivé, l'allée était déjà pleine de voitures. Je voyais les gens rassemblés sur la terrasse arrière. Le barbecue tournait, les enfants couraient partout, une ambiance familiale normale. J'ai pris une grande inspiration et je suis entré, cherchant mon père du regard. Je l'ai repéré près des glacières, une bière à la main, en train de discuter avec mon oncle Rob. Il m'a vu immédiatement, et son expression est passée du rire à un visage fermé en une seconde. Ma mère était à côté et m'a fait un signe gêné. Ma sœur montrait ses photos de Suisse à nos cousins sur son téléphone. Ma grand-mère m'a sauvé en venant me serrer dans ses bras. Tu es venu. Viens te servir, les burgers sont presque prêts. J'ai fait le tour, saluant tout le monde tout en évitant soigneusement mon père. Il faisait la même chose, gardant un maximum de distance. Ma mère jetait des regards nerveux entre nous, comme si elle surveillait une bombe prête à exploser. L'ambiance était tendue, mais encore gérable. Jusqu'à ce que l'oncle Josh arrive environ 1 heure plus tard. Il est arrivé par le côté de la maison, une pastèque à la main. Ma grand-mère n'avait clairement prévenu personne, parce que tout le jardin s'est figé. On aurait presque pu entendre la glace fondre dans les glacières. Mon père s'est immédiatement levé. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ma grand-mère, qui s'occupait du barbecue, a finalement parlé. Je l'ai invité, David. C'est aussi mon fils, et j'en ai assez de ces absurdités. Mon père avait l'air d'avoir reçu une gifle. Après ce qu'il a fait, tu le choisis lui plutôt que moi. Personne ne choisit qui que ce soit, a-t-elle répondu fermement. Nous sommes une famille, et il est temps de se comporter comme tel. Mon père a regardé autour de lui, voyant tout le monde observer, puis s'est rassis à contre-cœur. Crise temporairement évitée. L'oncle Josh m'a fait un signe de tête de l'autre côté du jardin, mais il a gardé ses distances avec mon père. Bonne idée. Mon cousin Jason, toujours cool, est venu briser la tension. Et mec, c'est la Corvette devant? Je peux la voir? On est allé vers l'allée, suivi par quelques cousins curieux. J'ai ouvert le capot pour montrer le moteur, et tout le monde était impressionné. Tu l'as eu où? A demandé ma cousine Amber. Avant que je puisse répondre, l'oncle Josh nous avait rejoints. On l'a restauré ensemble, a-t-il dit fièrement. Le gamin a un talent naturel pour la mécanique. Les yeux de mes cousins se sont agrandis. Attends, c'est la voiture? Celle qui a provoqué la grosse dispute? Apparemment, la nouvelle avait circulé dans la famille. Oui, c'est celle-là, ai-je admis. Elle est incroyable, a dit Jason en passant la main sur l'aile. L'oncle Josh me montrait des photos de la restauration depuis des années. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Alors que mon propre père minimisait mes passions et mes réussites depuis des années, l'oncle Josh, lui, parlait de moi avec fierté au reste de la famille. On était toujours en train d'admirer la voiture quand mon père est arrivé dans l'allée, bière à la main, ma mère juste derrière lui, nerveuse. Voilà à quoi ressemble la trahison, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde entende, visiblement déjà bien entamé.
Mon propre fils complotant avec mon frère derrière mon dos pendant des années. J'ai soupiré. Ça y est. Papa, personne n'a comploté contre toi. J'ai juste aidé mon oncle à restaurer une voiture. Après tout ce qu'on a fait pour toi, a-t-il continué en m'ignorant complètement. Et là, j'ai craqué. J'avais retenu ça pendant des semaines, des années, en réalité. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai ri. Impossible de m'en empêcher. Tout ce que vous avez fait pour moi? Comme quoi, exactement? On t'a logé, nourri, habillé, payé tes études. J'avais des bourses et des prêts pour l'université, ai-je corrigé. Et oui, vous avez assuré le minimum. Bravo d'avoir respecté l'obligation légale envers votre enfant. À ce stade, toute la famille était rassemblée autour de l'allée, observant la scène. Ma sœur a essayé d'intervenir. Allez, ils nous ont toujours soutenus tous les deux. Je n'en pouvais plus. Des années à accumuler, à ravaler l'injustice, tout est sorti d'un coup. Sérieusement? Tu te souviens quand tu as eu une voiture pour nos 16 ans et moi un abonnement de bus? Ou quand tu es parti en Europe après le lycée et moi j'ai eu une carte cadeau? Ou il y a 3 mois, quand ils ont dépensé 13 000 $ pour ton voyage en Suisse pendant que moi j'ai eu une foutue tasse. Silence total. Certains semblaient choqués. D'autres hochaient la tête, comme s'ils s'y attendaient. Toute ma vie, je vous ai vu tout lui donner, pendant que vous me disiez que je devais mériter les mêmes choses. Alors ne me dites pas qu'on a été traité de manière égale. Le visage de mon père était rouge de colère. C'est ridicule. On vous a toujours traité exactement de la même façon. L'oncle Josh a reniflé de mépris. N'importe quoi, Dave. Tu fais du favoritisme depuis qu'il porte des couches. Et là, la situation est passée de tendue à explosive. Mon père s'est retourné brusquement vers l'oncle Josh, les yeux exorbités. Toi, a-t-il hurlé en le pointant du doigt. Tu n'as pas le droit de dire un seul mot sur ma façon d'élever mes enfants. D'abord tu me voles mon héritage, et maintenant tu essaies de me voler mon fils? L'oncle Josh n'a pas bougé. Personne n'a rien volé. Papa m'a laissé la maison du lac parce qu'il savait que j'en prendrais soin. Et personne ne t'a volé ton fils non plus. Tu l'as éloigné tout seul. Mon père s'est jeté sur lui si vite que personne n'a pu réagir. Il l'a violemment poussé contre le côté de la corvette. Tu prends toujours ce qui est à moi. Il lui criait dessus, à quelques centimètres de son visage. L'oncle Josh a essayé de reculer. Dave, allez, ne fais pas ça. Et là, mon père lui a carrément mis un coup de poing en pleine figure. Un vrai crochet du droit à la mâchoire. L'oncle Josh a vacillé, se rattrapant à la voiture. Tout le monde a paniqué. Ma grand-mère criait. Ma mère hurlait à mon père d'arrêter. Des cousins sortaient leur téléphone pour filmer. Je me suis interposé avant qu'il ne frappe à nouveau. Mais qu'est-ce que tu fais? Il a essayé de me pousser. Dégage de là. Non. Tu te calmes, maintenant. L'oncle Josh essuyait le sang sur sa lèvre, l'air plus triste qu'énervé. C'est exactement pour ça que ton père et moi ne nous parlons plus depuis 15 ans, gamin. Il ne sait pas se contrôler quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Mon père écumait presque de rage. Ne parle pas à mon fils. C'est mon fils, pas le tien. Alors commence à te comporter comme un père au lieu d'un dictateur, a répliqué l'oncle Josh. J'ai posé ma main sur son épaule, à la fois pour vérifier qu'il allait bien et pour montrer mon soutien. Mon père a regardé ma main, puis mon visage, et quelque chose s'est brisé en lui. Donc c'est comme ça? Tu le choisis lui plutôt que ton propre père? Juste pour une voiture? Je choisis de ne pas te laisser agresser ton frère en plein rassemblement familial, ai-je répondu. Mon père a ri, un rire étrange, creux. Eh bien, je suppose que tu as fait ton choix. Il m'a regardé droit dans les yeux. Tu n'es plus mon fils. Les mots sont restés suspendus dans l'air, comme quelque chose de tangible. Silence total. Ma mère a laissé échapper un cri. Ma sœur avait l'air de vouloir vomir. David, tu ne penses pas ça? A dit ma grand-mère depuis le bord de l'allée. Si. Absolument, a-t-il répondu sans me quitter des yeux. Aucun fils à moi ne trahirait sa famille de cette façon. J'aurais dû être détruit. Brisé. Mais honnêtement, tout ce que j'ai ressenti, c'était du soulagement. Comme si la dernière chaîne qui me retenait à des années d'abus émotionnels venait enfin de céder. Très bien, ai-je dit calmement. Si c'est ce que tu veux. Mon père semblait déstabilisé par mon absence de réaction. Il s'attendait sans doute à ce que je supplie. Quand je ne l'ai pas fait, il s'est contenté de tourner les talons et de marcher vers sa voiture. David, attends. A crié ma mère en courant derrière lui. Quiconque reste ici choisit ce voleur plutôt que moi. A-t-il lancé par-dessus son épaule. Barbara, on y va. Ma mère hésitait, regardant entre lui et moi. Je suis désolé, a-t-elle murmuré avant de le suivre. Classique. Toujours choisir la solution la plus facile. Mon père a lancé un dernier ordre à ma sœur, viens. À la surprise générale, y compris la mienne, elle a secoué la tête. Je reste, a-t-elle dit doucement. Je crois que j'ai besoin d'entendre ça. Mon père l'a regardée comme si elle venait de le trahir, puis il est monté dans sa voiture et est parti en trombe, seul. Ma mère a hésité, puis a couru après lui, montant dans la voiture au dernier moment. La réunion familiale s'est complètement effondrée après ça. Certains se disputaient pour savoir s'ils auraient dû parler plus tôt.
D'autres vérifiaient la lèvre de l'oncle Josh, juste une coupure, rien de grave. Ma grand-mère était assise sur les marches, épuisée. L'oncle Josh a refusé la glace et a pris une bière à la place. J'attendais ce coup depuis 15 ans, a-t-il dit en grimaçant. Je suis désolé, lui ai-je dit. Pourquoi? Tu n'as frappé personne. Mais il t'a frappé à cause de moi. À cause de la voiture. Il a secoué la tête. Non, gamin. Il m'a frappé parce qu'il a toujours été jaloux et contrôlant, incapable d'accepter quand les choses ne vont pas dans son sens. C'est comme ça depuis qu'on est enfant. Il a regardé autour de lui, le chaos du rassemblement gâché. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû venir. Ma grand-mère nous a rejoints. N'importe quoi. C'est ta famille aussi, Josh. C'est David qui doit grandir. Je suis resté encore 1 heure, discutant avec l'oncle Josh et mes cousins pendant que la tension retombait. Ma sœur est restée à distance, sous le choc, puis elle est venue me parler. Elle a admis qu'elle n'avait jamais vraiment remarqué le favoritisme, pensant simplement qu'ils étaient plus durs avec moi parce que j'étais plus indépendant. Quand je lui ai dit que c'était exactement ce qu'il voulait qu'elle croie, elle avait l'air sincèrement bouleversée et s'est excusée. Ce n'était pas suffisant pour effacer des années de ressentiment, mais c'était déjà quelque chose. En rentrant chez moi ce soir-là, je me sentais étrangement plus léger. Mon père m'avait renié devant toute la famille, et pourtant, ça ressemblait à de la liberté. Comme si j'avais enfin le droit d'arrêter de chercher une validation que je n'aurais jamais. Le lendemain, des dizaines d'appels manquaient de ma mère et de ma sœur. Silence total de mon père. Apparemment, renier quelqu'un signifie ne plus lui parler. L'oncle Josh m'a appelé le lendemain. Ton père est venu au garage avec un avocat. Il dit qu'il va me poursuivre pour aliénation affective. Il prétend que je t'ai retourné contre lui. Ma mère a appelé juste après, en pleurs. Ton père parle à des avocats pour récupérer la Corvette. Il dit que Josh n'avait pas de titre clair. La voiture est légalement à moi, lui ai-je rappelé. Les papiers ont été transférés il y a des mois. S'il te plaît, rends-la. Ça détruit la famille. La voiture n'est pas le problème, maman. Le problème, c'est le comportement de papa. 3 jours plus tard, mon père m'a envoyé une lettre d'avocat me demandant de cesser toute déclaration diffamatoire sur leur parentalité et de rendre le véhicule, obtenu illégalement. Mon ami avocat m'a dit que ça ne valait même pas le papier sur lequel c'était imprimé. Franchement, j'en avais assez. J'ai bloqué tout le monde. Plus aucun contact, sauf avec ma grand-mère. 2 semaines plus tard, mon entreprise a décroché un gros contrat avec Horizon Streaming. J'ai emménagé dans une maison avec un bureau et j'ai embauché 2 assistants. L'oncle Josh et moi, on continue de se voir chaque semaine pour boire une bière. La menace de procès de mon père est tombée à l'eau. D'après ma grand-mère, il raconte à tout le monde que je fais une crise et que je finirai par revenir en rampant. Ma sœur, elle, est retournée vivre chez eux après n'avoir pas trouvé le travail qu'elle voulait. La Corvette roule toujours parfaitement. Ma copine et moi faisons des balades le week-end le long de la côte. Aucun drame familial dans le rétroviseur. Parfois, je me demande ce qui aurait pu être différent s'il nous avait traités de manière égale. Si mon père avait valorisé mes passions comme il valorisait celles de ma sœur. Si ma mère m'avait défendu au lieu de cautionner son comportement. Mais on ne peut pas changer le passé. On peut seulement décider de ce qu'on accepte à partir de maintenant. Et moi, j'ai décidé que je n'accepterai plus jamais d'être le bouc émissaire de la famille. Le jumeau qui n'était jamais assez bien a construit une vie qui parle d'elle-même. Et c'est la seule validation qui compte. Après que mon père m'a renié lors de la réunion familiale, il a essayé de poursuivre mon oncle et de s'en prendre à mon entreprise. J'ai coupé les ponts avec tout le monde et maintenant, je vis ma meilleure vie. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Maintenant que vous avez tout entendu, parlons-en vraiment, parce qu'il se passe beaucoup plus de choses ici qu'un simple drame familial. Tout d'abord, ce que les parents du narrateur lui ont fait subir toute sa vie n'était pas seulement injuste, c'était profondément destructeur. Ce favoritisme lent et silencieux est presque pire qu'un mauvais traitement évident, parce qu'il vous fait douter de vous-même. Vous passez des années à vous demander, est-ce que je suis fou? Est-ce que j'exagère? Et ce doute constant? Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de 2 parents tellement obsédés par leur image de famille parfaite qu'ils ont manipulé leur propre fils pour le faire taire. Le voyage en Suisse contre la tasse à café n'était même pas la vraie blessure, c'était simplement le moment où le masque est enfin tombé. Maintenant, parlons de sa sœur, CIS, je veux être prudent ici, parce qu'elle n'est pas la méchante de cette histoire. Elle a bénéficié d'un système qu'elle n'a pas créé. Mais dire qu'elle n'avait jamais remarqué le favoritisme? Franchement. Tu ne remarques pas que ton frère reçoit un abonnement de bus pendant que toi tu as une voiture? Tu ne remarques pas qu'il travaille pendant ses études pendant que tes sessions shopping sont financées? À un moment donné, ne pas voir devient un choix. Cela dit, il faut reconnaître quelque chose, le fait qu'elle soit restée à cette réunion au lieu de suivre leur père? Ça demandait du courage. C'était son premier vrai pas vers le fait de voir son frère comme un égal. L'oncle Josh, honnêtement, est le héros inattendu ici. Pas parfait, il serait le premier à le dire, mais il a donné à ce gars quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, une reconnaissance sincère et constante. Et parfois, c'est tout ce dont quelqu'un a besoin pour enfin croire en lui-même.
La plus grande leçon de cette histoire? Le silence n'est jamais neutre. Chaque membre de la famille qui a vu le favoritisme et n'a rien dit, chaque réunion où l'injustice était visible mais ignorée, tout ce silence lui envoyait le même message que ses parents, qu'il ne comptait pas assez pour être défendu. Et la deuxième leçon? On ne peut pas forcer quelqu'un à rester dans sa vie en jouant sur la culpabilité, quand cette personne a déjà décidé de votre valeur. Son père ne voulait jamais une relation égalitaire, il voulait de l'obéissance. Et au moment où ça s'est arrêté, la relation s'est effondrée. Parce que ce n'était jamais vraiment une relation, pour commencer. Alors les amis, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt dans la prochaine vidéo.